comme chaque année, j'aime ouvrir les chakras de la communauté Hacking Health Camp et il est intéressant de voir que dans d'autres secteurs de la santé, pas cette fois d'autres secteurs, il y a des innovations et il y a aussi des hackers, c'est-à-dire des gens qui manipulent des technologies. Cette fois, c'est des technologies, c'est des biotechnologies. Et on peut effectivement maintenant faire des trucs avec le génome. Comme nous, on bricole des ordinateurs, il y en a qui bricolent le génome. Alors ça fait vachement peur, mais il y a des grands spécialistes et on a la chance d'avoir à Strasbourg l'IGBMC, qui est un institut dédié aux microbiologies et aux biotechnologies. Et du coup, cette fois-ci, je peux accueillir sur le plateau mon prochain interlocuteur, Marie-Christine. Marie-Christine Birlingue, comment ça se passe à l'Institut de recherche d'ailleurs là, vous travaillez, il y a eu confinement complet, quasi complet, à part pour les animaux, parce qu'on ne peut pas laisser les animaux mourir tout seuls. Et donc il y a eu des animaliers qui sont retournés, mais tout ce qui est recherche est resté en télétravail. Et tout ce qui est manip a complètement stoppé. Et là, depuis 3 semaines, on revient doucement en gardant les distances de sécurité, etc. C'est nouveau pour vous un peu le télétravail ou c'était quand même quelque chose c'est quelque chose qu'on fait de temps à autre, mais là, c'est quand même un peu différent. Et puis, on peut plus faire avancer, enfin, on ne pouvait plus avancer les manips, ce qui est quand même assez terrible pour des chercheurs. Vous imaginez, c'est en stand-by. Donc, on peut plus. Donc, voilà, c'est un problème parce qu'il y a des demandes de financement qui durent qu'1 an. Il faut rendre des données. Il y a des timelines qui sont assez serrées, donc ça change les choses un petit peu, mais c'est la vie. C'est comme ça pour tout le monde. Alors, je vais te lancer ta présentation. Ouais. Tu viens nous parler de quoi exactement ? Alors, je vais vous parler de CRISPR-Cas9, qui est une technologie qui n'est plus si nouvelle que ça. Elle date de 2012 et je vais vous expliquer tout ça. Et on l'a intitulé un peu les hackers du génome. C'est moi qui me suis fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est un petit peu ça. C'est que ce sont des ciseaux super spécifiques. Et je vais vous expliquer ça dans ma présentation. Je vais prendre ton ordi. Tu vas pouvoir Merci suivre, beaucoup. Parce qu'il faut que je clique dessus. Je n'ai pas l'habitude sur... voilà. J'ai la petite flèche qui est là. D'accord, super. Merci Marie-Christine, à toi. Donc voilà, je travaille à l'IGBMC, mais aussi à l'Institut clinique de la souris. On fait des animaux génétiquement modifiés, mais j'ai décidé de vous faire une présentation beaucoup plus large que les animaux génétiquement modifiés, puisque la technologie CRISPR-Cas9 a vraiment bouleversé la vie de tous les gens qui travaillent sur de l'ADN. Donc, je vais aller. Voilà ce que c'est. Alors, depuis la fin des années 90, il y a eu quelque chose, un gros événement qui est arrivé, c'est qu'on était capable d'éditer le génome, c'est-à-dire de le modifier, de le couper à un endroit précis. Alors, je vous ai mis... voilà, j'ai là, vous pouvez voir qu'il y a eu 4 technologies qui ont été développées et vous pouvez voir les blobs ici qui sont très, vous voyez que c'est très compliqué, il y a eu des méganucléases. Personne n'en a fait grand-chose parce que c'était vraiment très, très compliqué de produire ça. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle des zinc finger nucléases, les ZFN, qui ont marché. Il y a encore des essais en ce moment qui sont faits avec ça, mais c'était compliqué de produire des ZFN. Ensuite, il y a eu l'étal qui était moins compliqué, puis est arrivé CRISPR. Donc, je vous ai mis complexité, c'est devenu beaucoup moins complexe et de plus en plus faisable, parce que CRISPR-Cas9, c'est tout simple, c'est une protéine qui est toujours la même et un guide que vous voyez là, je ne vais pas aller plus en détail que ça, et un guide qui permet la spécificité de la coupure de notre ADN. Alors l'ADN, pour rappeler à chacun, c'est situé dans nos chromosomes, et ça s'illustre sous un ADN double brun, et grâce à ces nucléases, grâce à CRISPR-Cas9, on peut aller faire un trou à un endroit très précis. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, grâce à l'avènement de ces technologies, ZFN 2009, Talon 2011 et CRISPR qui est arrivé vraiment en 2013, on arrive maintenant à faire une découpure à un endroit précis du génome. Et après, ce qui est encore plus génial, c'est que cette coupure, soit elle va être corrigée et on ne voit rien, ça arrive, mais ça ne nous intéresse pas, soit elle va faire un trou et se corriger en faisant des petites différences. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut... tuer un gène, c'est-à-dire on peut faire un organisme ou une cellule qui n'a pas une des protéines qui est importante pour qu'elle fonctionne correctement. Et donc on peut étudier des cellules ou des organismes qui ont un gène, une protéine qui manque. Donc
quelque chose qui est très important, une enzyme ou autre chose. Et encore plus intéressant, et c'est ici, on peut, en y ajoutant un donneur à cette coupure, un ADN donneur, c'est ce qu'on ajoute un donneur, on peut corriger spécifiquement. C'est-à-dire, s'il y a un trou, on peut aller corriger, ou s'il y a une mutation, on peut aller corriger spécifiquement avec cet ADN donneur. Je vais revenir plus spécifiquement sur tous ces points, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire CRISPR-Cas9 ? Parce que c'est un nom complètement barbare. Et donc, il faut savoir que ça vient de l'immunité adaptative des archéobactéries et des bactéries. Alors, quand on observe, je n'ai pas le temps d'aller vous expliquer exactement d'où ça provient, mais quand on observe un ADN de génome de bactéries, on peut séquencer ces ADN complètement maintenant, on a les machines pour le faire, on observe des petites répétitions. Donc il y a des gens qui ont observé ces répétitions il y a plus de 20 ans, mais ça les a intrigués et ils les ont appelées Clustered Regularly Interspelled Short Palindromic Repeat CRISPR Associated Protein, qui veut dire en français, c'est une vraie description de ce qui est observé dans le génome, groupement d'éléments palindromiques courts, répétés et espacés de manière régulière. Donc c'est purement ça provient du tout début de l'observation des CRISPR. Et ensuite, je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer les 3 personnes qui me semblent les plus clés et qui, probablement, dans quelques années, devraient obtenir un prix Nobel. Après, ça va être discutable parce que ça peut être partagé, parce que vous imaginez bien qu'en recherche fondamentale, c'était des gens qui travaillaient sur les bactéries. Il y a beaucoup de gens, c'est une accumulation de données, hein, c'est pas juste 2 personnes qui découvrent, mais ces gens-là, ça c'est les 2 pionnières, ce sont les toutes premières publications, c'est Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Et également, je voulais mettre Fang Zhang, puisque c'est la personne qui a donné l'outil à tous les laboratoires académiques. C'est hyper pas cher de produire CRISPR-Cas9 et il a fait que cet outil était très très rapidement accessible. Donc les premières publications 2012, les applications 2013, ça a explosé. Donc c'est allé très rapidement parce que ça fonctionne très bien. Et là, je voulais vous illustrer un petit peu, CRISPR-Cas9, quand c'est sorti, on en a parlé, mais pas seulement en sciences, mais partout, dans tous les journaux, Le Monde, n'importe où. C'était super intéressant d'avoir... c'était tout nouveau, c'était un outil super facile à appliquer et qui fonctionne sur tout. Donc, pourquoi c'est une innovation majeure ? Alors, il y en a eu d'autres, je vous ai montré les ZFN létales qui étaient compliqués à mettre en place. Ici, c'est des ciseaux tout simples. C'est simple, c'est hyper efficace, c'est pour ça que tout le monde l'utilise. Ça fonctionne sur toutes les cellules du vivant, c'est-à-dire quand vous avez de l'ADN, c'est-à-dire tout ce qui est vivant a de l'ADN génomique, et donc ça fonctionne sur tout ce qui est vivant. Et ça permet de manipuler de façon précise et contrôlée le génome. Et donc, pour vous donner une idée un petit peu, c'est comme si on demandait à un correcteur, un système de correction automatique d'orthographe de chercher dans une encyclopédie de 30 volumes, on va trouver spécifiquement une lettre qui a une erreur quelque part. Donc c'est vraiment ça la spécificité de CRISPR et c'est ce qui est assez révolutionnaire. Alors voilà les applications, je n'aurai pas le temps de vous parler de tout, mais on peut faire des animaux génétiquement modifiés, on peut faire du diagnostic, on peut faire de l'édition, je vais vous parler de l'agriculture tout à l'heure, on peut faire vraiment plein de choses, des drogues discovery, et finalement, ce qui est le plus intéressant pour nous tous, c'est la thérapie génique, parce que ça ouvre de nouvelles possibilités d'avoir un tel outil. Donc tout d'abord, parce que je viens du milieu de la recherche, je ne suis pas médecin, donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait en recherche avec l'outil CRISPR. On peut faire tout et presque n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi, on fait jamais n'importe quoi, mais on peut faire tout. On peut découper, alors si on utilise 2 coupures, on peut découper des gros fragments, on peut les inverser, on peut les couper, on peut muter. Voilà, ça a ouvert une toute autre manière de travailler et des faisabilités qui n'existaient pas avant. Alors, tout d'abord, la biologie cellulaire, on peut maintenant faire des choses dans toutes les lignées cellulaires, puisque c'est de l'ADN, on a un noyau, on peut y aller, on peut aller modifier. Il y a même des compagnies qui proposent de faire ça pour vous, parce que ça marche plutôt très, très bien. Et donc, je ne vais pas aller dans les détails de ça, parce que ce n'est pas très intéressant d'aller plus dans les détails de ça, mais c'est vraiment faisable maintenant, alors que des fois, avant CRISPR, c'était très, très laborieux de modifier une lignée cellulaire. Ensuite, en biologie moléculaire et ingénierie génétique, tout le monde l'utilise. Et dans le cadre de modèles animaux, on peut maintenant modifier des vers. Et nous, ce qu'on fait, c'est principalement ici, on va aller modifier l'ADN au stade une cellule, au stade fusionné une cellule. Et on va aller modifier l'ADN et créer des lignées d'animaux génétiquement modifiés beaucoup plus rapidement et efficacement que préalablement. Et également,
on va travailler sur des cellules souches embryonnaires. Mais ces fameuses cellules souches embryonnaires n'étaient disponibles et ne sont toujours disponibles que sur la souris. C'est la raison pour laquelle, avant CRISPR, il n'y avait que des animaux génétiquement modifiés quasiment chez la souris, alors que maintenant, vous avez quantité de papier qui fonctionne chez le rat, le porc, le cochon, enfin le lapin, etc. Donc, ça a vraiment ouvert la recherche sur plein d'autres espèces animales. Ça, c'est intéressant. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer un exemple de modèle qu'on a généré à l'Institut clinique de la souris. Donc là, c'est un modèle de myopathie de Duchenne. Vous avez probablement tous entendu parler de cette myopathie. Elle est très invalidante chez l'humain. Et on avait besoin, pour un collaborateur, de faire un modèle. Et cette myopathie de Duchenne provient de mutations dans un gène qui s'appelle la dystrophine. Et on a voulu créer un modèle rat, puisqu'on travaille aussi chez le rat, même si on s'appelle l'Institut clinique de la souris. On a créé un modèle rat, tout simplement en ciblant, je ne vais pas aller dans les détails, mais un gène est composé de plein d'exons. Et les exons en rouge ici, quand on les enlève, ils vont bloquer l'expression du gène. Il ne va pas y avoir de protéine, elle va disparaître. Et c'est ce qu'on a fait. On a utilisé CRISPR, on a coupé des deux côtés d'un de ces éléments qui est dans le gène, et on a obtenu, et ça c'est une image de notre collaborateur, ça ce sont des cellules musculaires avec en vert la dystrophine qui entoure tous les muscles. Et quand on a créé un animal après injection de CRISPR dans l'œuf, vous voyez ici que l'animal a perdu quasiment toute sa dystrophine. C'est très joli. Et ces animaux qu'on obtient, il y a c'est pas un problème, mais c'est un fait. Quand on injecte dans l'œuf, on obtient des animaux qui ne sont pas complètement uniformes. On les appelle mosaïques, c'est-à-dire que toutes les cellules et les deux brins d'ADN, puisqu'on a toujours une paire de chromosomes, les deux brins d'ADN ne sont pas forcément ciblés de la même manière. Voilà, ça c'est une problématique. Et on en reviendra à ça tout à la fin quand on parlera de l'humain. Et donc, mais juste pour dire qu'on a obtenu, chez la souris et le rat, c'est facile, puisque chaque génération, c'est 3-4 mois. En croisant cet animal, on a eu le modèle de la myopathie de Duchenne. Après, je voulais vous montrer un autre exemple, parce qu'on peut aussi corriger cette myopathie de Duchenne chez le rat, chez la souris. Ici, c'est un modèle souris. Et là, je vous ai montré, et les mutations chez l'humain génèrent un stop. Donc, le gène n'est pas exprimé. Il y en a plusieurs types. Et donc, dans ce cas-là, comme c'est un très, très gros gène qui a plein de structures qui s'appellent des exons, si on en enlève un, ça fait presque rien. Et donc, en enlevant un, on enlève ce stop et on rebat une protéine normale. C'est ce qui s'appelle le saut d'exon. On en a beaucoup parlé il y a quelques années dans le Téléthon. C'était une autre technologie, mais c'est utilisé particulièrement pour la dystrophine parce que le gène est très, très gros et que d'enlever une toute petite partie du gène ne crée pas une protéine qui ne fonctionne pas. Ça a été injecté, donc CRISPR-Cas9 a été, nos fameux ciseaux ont été injectés dans l'œuf fécondé. L'œuf fécondé a été réimplanté à sa mère, c'est ce qu'on fait tout le temps. 9 mois après, les muscles étaient normaux. Et là, vous avez à nouveau une illustration. Ici, c'est un muscle normal. C'est à une échelle, c'est un peu éloigné, dézoomé. Ici, vous n'avez rien du tout. C'est le modèle malade. Et ici, quand on répare, voilà, les animaux pour lesquels on a injecté CRISPR et on a enlevé cet exon, ils redeviennent presque normaux. Ils sont mosaïques, pas complètement, mais ça fonctionne. Donc, la myopathie de Duchenne a beaucoup été utilisée. La myopathie de Duchenne a été beaucoup utilisée pour tester CRISPR, parce qu'il y a aussi un intérêt, c'est qu'elle est sur le chromosome X et que les mâles n'ont qu'un chromosome. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Donc un chromosome X, donc ça fonctionne très bien. Alors une autre illustration un petit peu en recherche, c'est il y a 2-3 ans, il y a eu une publication et tous les journaux en ont parlé, les échos et tout ça, ont parlé de ces souris pour lesquelles on aurait éradiqué le VIH, le virus du sida. Le virus du sida s'intègre dans le génome de l'humain, mais chez les souris, on a des modèles aussi. Et il y a eu une publication qui a raconté qu'ils utilisaient CRISPR pour découper le virus qui permettrait donc de guérir les malades. C'est pas si simple que ça, parce que déjà, si ça marche chez un singe, si ça marche chez une souris qui fait 20 grammes, il faut beaucoup plus de
de drogue ou de réactifs de CRISPR pour aller chez un humain, qui fait quand même en général une 60aine de kilos. Donc c'est pas si simple que ça. Et en plus, si le virus est intégré un peu partout dans le génome, on peut avoir des choses un peu bizarres qui arrivent. Et on a un petit peu peur que ça arrive. Ce sont les réarrangements chromosomiques. Les réarrangements chromosomiques, on sait que ça fonctionne très bien avec CRISPR. On a publié à ce propos. Et ça peut créer des oncogènes ou des choses un peu bizarres comme ça. Donc il faut quand même être prudent avec CRISPR. Et bien sûr, il y a d'autres risques aussi. Parce que même si le système est ultra spécifique, il y a toujours la peur de mutations, de coupures aspécifiques ou de mutations hors cible. Et également, il y a eu des publications qui racontaient que quand CRISPR fonctionnait bien, il y avait des risques de développement de cancer. On va voir plus tard que ce n'est pas vraiment quelque chose qui s'est avéré vrai. Alors en agriculture, c'est très intéressant, génie génétique et recherche nutritionnelle. CRISPR est utilisé de manière très intensive un peu partout pour permettre d'avoir des plantes résistantes aux ravageurs, améliorer la qualité nutritive, faire des légumes plus savoureux. Donc c'est appliqué un petit peu à toutes les plantes et ça fonctionne plutôt très bien. Donc même de faire des céréales à teneur réduite en gluten, il n'y a pas de souci. Alors pour réfléchir un petit peu, parce qu'en Europe, on a très peur de tout ce qui s'appelle des OGM. Alors je voulais vous montrer un petit peu un exemple d'un champignon. Donc le champignon de Paris de base. Et aux États-Unis, la FDA a donné son accord pour la commercialisation d'un champignon qui est issu d'une modification CRISPR. Donc il y a 6 gènes qui sont impliqués dans le brunissement du champignon. Le brunissement est naturel pour empêcher les animaux d'aller attaquer les champignons quand il y a quelque chose qui sont un petit peu altérés. Et donc, c'est naturel. Chez la pomme aussi, chez la pomme de terre, ça existe. Et donc, voilà, aux États-Unis, on a permis le passage à la consommation à ces champignons. Alors, est-ce que ces champignons sont des OGM ou pas des OGM? On peut en discuter, parce qu'avec CRISPR, si on fait juste une petite coupure, on n'introduit pas, et c'est ce que les États-Unis ont décidé, on n'introduit pas d'ADN étranger. On ne voit rien. On fait juste une petite coupure, on enlève 2-3 petits nucléotides, et ce n'est pas des OGM. Alors, en Union européenne, on a mis beaucoup plus de temps à tergiverser et à se poser la question. Et depuis 2018, on a décidé, et ça a duré quand même un petit bout de temps, que tous les organismes génétiquement modifiés sont des OGM et doivent obéir à la réglementation européenne sur les OGM. Or, dans les cas où on fait juste une coupure, il n'y a aucune empreinte et il n'y a pas d'ADN exogène. Donc c'est juste intéressant d'en discuter parce qu'il faudrait peut-être revoir ces types de réglementations. Et dans le même ordre d'idées, je voulais vous montrer ce petit graphique qui était fait par Florian Feuillet, mais qui est très intéressant parce que c'est une personne qui est spécialisée dans la biologie végétale. Et il avait ressorti ça d'un article qui disait que les mutations spontanées, par exemple dans le blé, pour un plant de blé, sont environ sont au-dessus de 200. Donc, quand le blé pousse, il y a des mutations spontanées qui se font. Il y en a beaucoup moins chez le maïs, moins chez la tomate. Quand on utilise CRISPR, on sait que normalement, on va induire une mutation qui n'est peut-être pas spontanée, elle est induite, et peut-être une mutation hors cible, peut-être ou peut-être pas, on ne sait pas si c'est très spécifique. Mais en tout cas, c'est très peu. Donc ça, tout ce qui est organisme généré par... végétaux par CRISPR, ce n'est pas autorisé en France. Par contre, en agriculture, on utilise des mutants chimiques qui vont aller muter. Et on estime, par exemple, chez la tomate, que quand on utilise EMS, qui est un mutant chimique, on va générer plus de 600 mutations spontanées chez la tomate. Et qu'ensuite, on va croiser cette tomate jusqu'à sélectionner les plants qui sont valables. Donc, c'est pour vous donner à réfléchir sur, voilà, un petit peu les contradictions de tout ça. Les mutations chimiques, ce ne sont pas des OGM. Mais bon, voilà, à vous de réfléchir. Voilà. Application en industrie alimentaire, agroalimentaire, effectivement, c'est beaucoup utilisé effectivement en élevage, pas en France parce que ça n'est pas autorisé, mais par contre, il y a des pays qui travaillent sur l'augmentation de la productivité, l'amélioration des produits, la résistance aux pathogènes. Et par exemple, en Chine, il y a des animaux qui sont consommés parce qu'on, par exemple, dans ces cas de figure, je vous montre des figures où on a juste fait un petit trou au niveau du gène de la myostatine qui fait que les animaux vont devenir plus gros. Et comme il y a plus d'1 milliard de personnes à nourrir, on ne demande pas l'avis aux Chinois. Tout simplement, le ministère de l'Agriculture a décidé que c'était important qu'ils aient de quoi nourrir. Et
il n'y a pas de question qui est posée pour l'utilisation de CRISPR. Donc on est très très différent aussi éthiquement en France et en vieille Europe qu'en Chine et aux États-Unis. Donc ça donne aussi à réflexion. Donc un autre exemple de ce que CRISPR pourrait améliorer, c'est la xénotransplantation. Alors on sait qu'il y a en France et dans tous les pays beaucoup de gens qui attendent sur des greffes, et le cochon est un être qui a des organes qui ont à peu près la même taille que nous. Et donc, il y a déjà eu des cas de xénotransplantation qui sont transitoires, bien évidemment, c'est pas pour garder tout le temps, mais ça permet aux gens peut-être d'attendre une vraie greffe. Mais il y avait un souci principalement, c'est que dans les cochons, ils sont souvent infectés par un virus qui s'appelle PERV. Et donc en utilisant CRISPR, on pourrait éliminer ce virus PERV et peut-être avoir des meilleurs organes donneurs. Il y a beaucoup de gens qui discutent de cette visée-là actuellement. Finalement, la thérapie génique, et c'est probablement ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qu'on peut en faire avec CRISPR et vers où on va ? Alors déjà, je voulais vous rappeler les différentes approches de thérapie génique qui existent et qui sont possibles avec CRISPR. Donc, c'est de corriger des gènes défectueux. Maintenant, on peut aller directement corriger le gène, puisque je vous ai dit que CRISPR est ultra spécifique et peut aller cibler spécifiquement un gène. Avant, la thérapie génique, c'était vous surexprimiez, vous ajoutiez un gène quelque part dans le génome. Donc, il y avait des risques à ajouter un gène, alors que normalement, modifier spécifiquement un gène, c'est beaucoup plus précis. Donc, il y a 3 types. Donc, ex vivo, je vais vous donner un exemple après, c'est qu'on prend des cellules souches, par exemple de la moelle épinière, on les met en culture, on va les modifier génétiquement, on peut aller vérifier s'il n'y a pas de mutation hors cible également, et ensuite, les cellules corrigées vont retourner dans l'organisme vivant. Ça se fait, il y a des essais thérapeutiques. On peut également faire, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, des modifications in vivo. Donc on va utiliser un transporteur pour CRISPR-Cas9, on le fait pour plein d'autres choses, ce sont souvent des ADN virales, ce sont des vecteurs viraux, et on va aller cibler l'organe qu'on veut. Alors, ce n'est pas possible pour tous les organes, encore très difficilement, puisque le virus ne va pas aller délivrer CRISPR partout, mais par contre, on peut le faire dans l'œil ou on peut le faire dans le foie. Dans le foie, il suffit qu'il y ait quelques cellules qui soient corrigées pour que ces cellules corrigées vont pouvoir régénérer tout le foie, puisque le foie se régénère. Et après, il y a ce qui serait possible, mais on n'a pas le droit de faire pour le moment, c'est les modifications in vitro, c'est-à-dire dans les cellules germinales. Et je ne vais pas aller trop là-dedans, on va en discuter tout à l'heure. Voilà, les approches ex vivo, c'est on va aller modifier. In vivo, on va aller directement dans l'organe et modifier. Et par contre, cette dernière partie ici est éthiquement discutable. Pour le moment, on n'a pas le droit. D'ailleurs, tous les pays ont signé la convention d'Oviedo qui interdit de toucher à la lignée germinale des gens. Ce n'est pas autorisé. Et il y a une grosse peur d'eugénisme. C'est-à-dire modifier, c'est améliorer l'homme et ça ouvre à plein de discussions. Donc les différentes affections qui pourront bénéficier de la thérapie génique, ce sont toutes les affections où on connaît un gène et qui sont liées à un seul gène. Parce que vous pouvez bien imaginer qu'il y a plein d'affections, la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 2 et même de type 1. On ne connaît pas le gène qui est en cause, c'est lié à plusieurs gènes. Donc on ne peut pas faire grand-chose pour le moment, même avec CRISPR. Mais il y a plein de maladies, on sait exactement à quels gènes elles sont liées. Donc la bêta-thalassémie, la drépanocytose, il y a des maladies infectieuses, par exemple, ça se discute, mais c'est modifier un récepteur du VIH. Ce sont les TCAR, ce sont des types de cancers avec de l'immunothérapie ciblée, les hémopathies malignes et différents types de myopathies, les dystrophies rétiniennes, etc. Il faut savoir qu'il y a plusieurs essais cliniques qui sont déjà en cours, je vais vous en parler un petit peu, et qu'ils se font toujours dans le cadre actuel de la thérapie cellulaire, clairement. Donc le premier, et ce sont des publications les discussions, c'est 2019 de Wimmack, donc c'est vraiment très récent. Ici, il y a eu, c'est pas des publications, mais des communications. Donc, dans ce cadre-là, on a voulu traiter la drépanocytose. Alors, les malades de drépanocytose ont un gros problème, c'est que leurs globules rouges ne sont pas ronds, ils sont falciformes. Alors, on appelle ça, c'est un peu comme une carcasse de bateau. Et comme ils ne sont pas ronds,
ils vont aller bloquer tous les vaisseaux et ça crée énormément de problèmes dans la vie des gens. Ils ont besoin d'être transfusés très régulièrement. Enfin, c'est très, très invalidant. Et il y a eu les tout premiers essais thérapeutiques, c'est-à-dire on a préservé donc les cellules souches de la moelle épinière, des globules rouges. C'est pas encore des globules rouges, on les a modifiés. On a corrigé, et pour ça c'est assez intelligent puisqu'on n'a pas corrigé l'hémoglobine parce que c'est compliqué, mais on a réactivé une hémoglobine embryonnaire. C'est-à-dire il y a 2 types d'hémoglobine qui sont exprimés chez l'humain. Il y a une hémoglobine embryonnaire pendant l'embryogenèse, et ensuite il y a l'autre hémoglobine, et on a juste coupé un frein. Donc c'est un peu plus simple, mais c'est très intelligent. Et on a fait ça sur 2 patients qui ont tous recouvré une vie normale. Ils ont l'air d'être absolument enchantés parce qu'ils peuvent vivre normalement et n'ont plus besoin de transfusion, en tout cas depuis 9 mois. Bien évidemment, comme les thérapies ne datent pas d'il y a très longtemps, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus, hein, c'est très très récent. Et l'autre, et là c'est vraiment en 2020, il y a un essai qui est en cours, on n'a pas les résultats, mais là c'est pour traiter l'amorose congénitale de Leber, qui est une des causes principales de cécité. D'accord ? Il y a des gens, donc c'est une maladie homozygote, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 parents porteurs et l'enfant est malade ensuite. Je ne vais pas aller dans tous les détails de la présentation, mais on a produit des vecteurs viraux et on allait les injecter derrière la rétine. Et actuellement, il y a des gens qui attendent de voir si ça va restaurer la vision. Mais ça, c'est le tout premier essai in vivo qui a existé avec CRISPR. Alors, il y a eu déjà des tentatives avec les ZFN avant, mais c'est le premier essai avec CRISPR. Donc, c'est tout récent, on vient de le faire. C'est toujours des universités qui travaillent avec des boîtes qui sont nées après l'avènement de CRISPR. Donc, il y a énormément de finances en jeu là-dessus aussi. Vous pouvez bien imaginer que c'est pas simple. Voilà. Et pour finir, pas tout à fait finir, mais je voulais juste dire que, bien sûr, pour le Covid, on est en plein dedans. Il y a bien sûr des publications qui sont sorties en 2-3 mois pour dire qu'effectivement CRISPR pourrait aussi aider à guérir du Covid. C'est un peu différent parce que le Covid, c'est pas de l'ADN double brin, c'est un ARN, donc ça a un seul brin, mais on a d'autres Cas que la Cas9 qui fonctionnent et qui arrivent à faire des trous dans l'ARN également. Et il y a eu des publications, par exemple dans Cell en mai 2020, donc c'est vraiment très très récent, qui disent que pourquoi pas on pourrait utiliser CRISPR pour aller éliminer le Covid dans le génome des humains qui sont malades, tout simplement en faisant respirer le porteur de CRISPR. C'est intéressant, et puis bon, ça a été très bien publié, donc pourquoi pas. Voilà. Mais c'est juste pour dire que CRISPR, dès que quelque chose de nouveau sort, immédiatement, il y a plein de gens qui ont l'idée d'utiliser CRISPR pour travailler dessus. Et d'ailleurs, CRISPR, il a d'autres fonctions que couper. Je ne vous ai parlé que de ça, couper. Mais par contre, on peut faire plein d'autres choses, mais je n'ai pas le temps d'en parler du tout. Voilà. Et, pardon, je voulais juste dire qu'il y a, il y a des tests de détection de Covid aussi avec CRISPR qui sont en cours de validation, hein. Et je voulais finir par l'humain, bien évidemment, parce qu'on parle beaucoup, on a énormément parlé de ceci. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler vous-même, mais il y a eu des articles dans quasiment tous les journaux du monde qui parlaient des premiers bébés génétiquement modifiés, les premiers bébés OGM, qui sont des bébés CRISPR. Alors ça a fait parler énormément de gens également dans le monde scientifique, parce que vous imaginez bien que éthiquement, ce n'était pas faisable et qu'il ne fallait pas toucher à ça. Enfin, c'était... Et même la raison pour laquelle la mutation a été faite est très bizarre, parce qu'actuellement, on sait que même si vous avez un parent qui est séropositif, on sait qu'on peut avoir des enfants qui ne sont pas séropositifs. On le sait. Et là, la personne a voulu cibler le gène CCR5, c'est un chinois, et qui est un récepteur du virus du sida, pour que l'enfant n'ait pas de possibilité d'être sensible au virus du sida. Il y a eu des publications là-dessus. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a publié ça, il a communiqué ça en 2018. Aucun des grands journaux scientifiques, Nature, Science, n'a voulu publier. D'ailleurs, ça, c'est très intéressant. Mais en gros, ils ont fait exactement pareil que ce que nous, on fait chez les modèles animaux. Ils sont allés injecter dans l'œuf
CRISPR-Cas9. Et ils ont observé d'ailleurs la même chose, ce dont je vous ai parlé, c'est du mosaïcisme, c'est-à-dire les deux petites filles qui sont nées ne sont pas complètement identiques partout, donc il y a eu des coupures, mais elles ne sont pas très spécifiques. Donc vous imaginez bien que ça a été terrible, et même l'université chinoise, qui pourtant sont relativement ouvertes, ont dit que c'était une violation sérieuse aux normes et à l'éthique académique. Donc vraiment, cette personne, d'ailleurs je me demande si elle n'est pas en prison, mais c'est vrai, on pense vraiment qu'elle doit être en prison actuellement, mais voilà, c'est un fait, n'empêche que ça existe. Et voilà, bien évidemment, je voulais terminer sur l'éthique, parce qu'on a CRISPR maintenant, c'est facile, ça marche super bien, et donc moi, je pense que ce serait dommage de ne pas l'utiliser pour faire de la thérapie génique, bien évidemment. La thérapie germinale, ce n'est pas évident, parce que déjà, il faut savoir qu'on est malade avant de corriger. Donc, dans l'œuf, l'idée n'est pas forcément très bonne, parce que si vous ne savez pas que vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller modifier avant d'être né. Donc, c'est compliqué. Donc, on peut discuter de tout ça, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de discussions éthiques qui se passent là-dessus. Et bien sûr qu'il y a aussi des grands groupements internationaux avec des scientifiques, des juges, enfin des gens de loi qui sont en train de discuter de l'utilisation de CRISPR et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en faire. Et il faut aussi que les gens comprennent ce qu'est CRISPR, parce que quand on parle d'OGM, il y a une grande peur. Et il est important, je pense, que les scientifiques expliquent bien à tout le monde ce que c'est et ce que ça signifie. Et voilà, donc voilà. Justement, venir nous vulgariser ce concept. J'étais claire. Ouais, bon, après, il y a des concepts qui nous dépassent un peu, tous. On a quelques questions. Moi, je voulais commencer par une question sur... j'ai lu un livre de Joël de René sur l'épigénétique. Oui. Quel est le rapport justement entre l'épigénétique, c'est-à-dire notre capacité nous-mêmes à transformer notre génome, et le fait de le faire par quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas des relations entre ces deux phénomènes? On peut aussi modifier l'épigénétique, mais l'épigénétique ne transforme pas directement les gènes. C'est après. C'est des petits ajouts derrière qui font que ça va bloquer ou pas. C'est un peu différent. Donc, il y a des gens qui ont déjà utilisé CRISPR aussi pour aller un petit peu modifier l'épigénétique. Mais c'est un petit peu différent. C'est pas tout à fait la même chose, parce que CRISPR va directement modifier notre matériel génétique, qui sont nos chromosomes, mais peut le faire de manière très spécifique. Alors, j'ai une question d'un spécialiste, apparemment, parce que je ne comprends pas la question. Quel est le taux des effets off-target pendant la coupure du génome et le danger associé? Alors, il y en a un. Alors, ça va dépendre, parce que... Qu'est-ce qu'un effet off-target? L'effet off-target, c'est les mutations hors cible dont je vous ai parlé. La peur d'utiliser CRISPR spécifiquement à un endroit va faire une coupure ailleurs. Parce que je ne suis pas allée jusqu'à vous expliquer que c'est 20 nucléotides qui vont reconnaître l'ADN génomique, mais quand il y a une différence dans ces 20 nucléotides, il est possible que ça coupe quand même. Donc c'est vrai. Déjà, il faut bien sélectionner son ARN guide qui va définir de l'endroit où on cible. Donc le plus il est spécifique et unique dans le génome, plus ce sera spécifique. Après, quand on travaille chez la souris, par exemple, on connaît parfaitement le génome. Donc c'est assez simple de calculer le nombre de ce qu'on appelle les off-target, les mutations hors cible. Par contre, chez l'humain, c'est effectivement beaucoup plus compliqué, parce qu'on est tous différents génétiquement par plusieurs millions, une grande quantité de nucléotides. Donc chaque être humain était différent. C'est difficile de calculer ces off-target. Donc il y a un petit risque, et il faut savoir qu'il existe. Après, ça va dépendre où va être faite la mutation, parce que dans le génome, il y a des endroits qui ne sont pas très importants, ou du moins qu'on ne sait pas être importants pour le moment, et il va falloir essayer de cibler. Mais c'est un risque. Mais est-ce qu'il est plus grand ou moins grand que d'utiliser d'autres approches? C'est quelque chose qui peut être discuté également. Bon, c'est extrêmement intéressant. On voit d'ailleurs que vous pouvez aujourd'hui vraiment bricoler, hein, on peut dire ça, faire des choses comme nous, on essaye d'améliorer les choses. Voilà, c'est un vrai outil, en fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le parallèle avec les hackers, j'ai trouvé ça sympa. C'est Sébastien qui l'a rajouté, mais c'est vrai qu'on peut faire ça, mais il faut savoir qu'il y a vraiment de l'éthique derrière, et on ne fait pas n'importe quoi. Bien sûr. Quand on fait des modèles d'animaux, déjà, c'est plus simple, et on va pas, si vous faites ça chez l'humain, vous allez le travailler de génération en génération. Quand on fait chez les animaux, on peut ségréger facilement la problématique. Quand on fait de la thérapie cellulaire, on ne peut jamais, c'est compliqué d'expliquer, mais on ne peut jamais enlever. Si vous travaillez sur des cellules, elles vont uniquement se diviser. Et donc, si vous avez une mutation hors cible, elle va être là tout le temps. Alors que si vous croisez des animaux, elles vont disparaître au fur et à mesure des générations.
Voilà, parce que vous passez par quelque chose qui est différent de la mitose, qui s'appelle la méiose, et c'est un grand remélange de gènes. C'est un reshuffle de gènes, et donc vous allez tout pouvoir mélanger. Merci beaucoup Marie-Christine pour ce partage. Je pense que ça va aussi inspirer nos hackers aujourd'hui parce qu'on voit qu'on peut... voilà. Nous, ce que je voulais, le clin d'œil qu'on voulait faire, c'était l'état d'esprit, c'est-à-dire comment on essaye de trouver des solutions avec des outils qui sont mis à notre disposition. Merci beaucoup Marie-Christine.